Eh bien, bonjour et bon dimanche. Après avoir mis le feu au bois du comte de Nanzac, Jacou retrouve sa mère. Jacou le croquant, de Eugène Leroy. Le dimanche, quand vint sa mère, passée la journée à la tuyère, elle me demanda si je n'avais pas eu peur. La nuit de l'incendie, à quoi je répondis que non, et que, tout à l'opposé, je m'étais réjoui en voyant brûler les bois du comte. À l'air dont je dis cela, elle me regarda, prise d'un soupçon, et puis, comprenant tout à coup, se jeta sur moi, m'enleva contre sa poitrine et m'embrassa furieusement. Ah, dit-elle en me reposant à terre, il ne sera jamais assez puni. 3 ou 4 jours après, les fenaisons finies, la pauvre femme revenait tard, recrue, épuisée de fatigue, pour avoir peiné toute une longue journée de 15 heures sous un soleil pesant. Elle se hâtait fort afin d'arriver avant l'orage qui la suivait, mais il eut beau se presser, un peu après avoir passé la Salvetat, les nuages crevèrent à grand bruit, et tout en sueur haletante, une pluie froide mêlée de grêlons lui tomba dessus, de manière qu'au bout de 3/4 d'heure, lorsqu'elle arriva sous cette pluie battante, trempée jusqu'à la peau, elle triboulait, c'est-à-dire grelottait et n'en pouvait plus. N'ayant pas d'autres habillements pour se changer, elle se coucha, et moi, j'en fis autant. Toute la nuit, je la sentis contre moi, brûlante, agitée par la fièvre, et tourmentée, dans son dernier sommeil, de mauvais rêves qui la faisaient déparler ou délirer. Le matin, comme c'était une vaillante femme, elle voulut se lever, mais ayant mis la marmite sur le feu pour faire cuire des pommes de terre, elle fut obligée de se recoucher, prise de frissons avec de forts claquements de dents, et se plaignant d'un grand mal dans les côtés. La voyant ainsi, je la couvris de tout ce que je pus trouver, de son cotillon séché, finalement, de ma veste, mais elle frissonnait toujours. Je pensais alors à aller quérir du secours, mais lorsque je lui en parlais, elle me dit faiblement « Ne me quitte pas, mon Jacou ». Comme on doit penser, j'étais bien inquiet, ne sachant que faire pour apaiser la soif qui la tourmentait. Je coupai en quartier des pommes d'anis que la pauvre femme avait portées pour moi dans la poche de son tablier, et les faisant bouillir, j'en fis une espèce de tisane que je lui donnai lorsqu'elle demandait à boire, ce qui était souvent. Quelquefois, je me disais que si elle pouvait s'endormir, je courais jusqu'aux granges pour avoir du secours. Mais quand je me bougeais le moindrement, elle ouvrait les yeux et disait « Tu es là, mon Jacou, ne me laisse pas ». Et je lui répondais en lui prenant la main « Ne crains point, mère, je ne te quitterai pas ». Et elle fermait les paupières, brisée par la fièvre, la poitrine haletante, oppressée. Lorsqu'elle s'assoupissait un peu, j'allais sur la porte et j'épiais si quelqu'un passait par là. Mais dans cet endroit sauvage, où personne n'allait à faire, qui n'était sur aucun chemin, on ne voyait guère jamais personne. Sinon, de loin en loin, un pauvre diable longeant l'orée du bois, sa serpe sous son culotte, ou autrement dit sa veste, et sans aller faire son fait dans les taillis. Et personne ne se montrant, je rentrais bien ennuyée, et lorsque ma mère se réveillait, j'essayais de lui faire comprendre qu'il fallait avoir la patience de rester 2 heures seule, tandis que j'irais chercher quelqu'un. Mais
À tout ce que je pouvais lui dire, elle ne savait que répondre toujours « Ne me quitte pas, mon Jacou ». Bien, n'ayant pas la force de parler, elle secouait la tête pour dire non. La nuit d'après, elle se mit à délirer, parlant de guillotine, de galère, appelant son pauvre homme mort là-bas, sur une planche nue, les fers aux pieds. Tous nos malheurs lui revenaient dans la tête et l'affolissaient. Elle criait après le comte de Nanzac et reniait la Vierge Marie qui n'avait pas sauvé son homme. Dans sa fièvre, elle battait des bras sur le couvre-pied pour chasser le bourreau, qu'elle disait voir au fond du lit, ou cherchait à se lever pour aller rejoindre son martissou qui l'attendait. J'avais grand-peine à la calmer un peu. Il me fallait monter sur le lit, la prendre par le cou et lui parler comme un petit drôle en l'embrassant. Au matin, harassée de fatigue, elle s'assoupit un peu, et moi la voyant ainsi, je crus qu'elle allait mieux. Mais lorsqu'elle se réveilla en sursaut, avec une longue plainte, je vis, bien que non. Sa respiration devenait de plus en plus pénible, précipitée, et la fièvre était si forte que sa main brûlait la mienne. La journée se passa ainsi, et quand revint la nuit, elle ne pouvait plus parler, mais elle doulait et s'agitait désespérément. Oh, quelle nuit! Qu'on s'imagine un enfant de 9 ans, seul dans une cahute perdue, au milieu des bois, avec sa mère agonisante. Pendant plusieurs heures, la pauvre malheureuse se débattit contre la mort, faisant aller follement ses bras, essayant d'arracher le couvre-pied, se soulevant tout entière dans les transports de la fièvre, les yeux égarés, la poitrine haletante, et retombant sur le lit, le souffle lui faisant défaut un instant, pour reprendre encore par un pénible effort. Vers la minuit ou 1 heure, la fièvre cessa, et un bruit rauque sortit de sa poitrine. Le romo, ou râle de la mort. Cela dura une demi-heure. J'étais sur le banc, près du lit, à moitié couché. Je tenais la main de ma pauvre mère serrée contre ma poitrine. La connaissance lui revint tout à fait à la fin. Elle tourna les yeux vers moi, ses yeux pleins d'un angoisseux désespoir, et 2 grosses larmes coulèrent sur ses joues amaigries et hâlées. Puis ses lèvres remuèrent, le râle s'arrêta. Elle était morte. Alors moi, plein de douleur et d'épouvante, je l'appelai « Mère, mère !» Et je me mis à sangloter sur sa main que je gardais toujours dans les miennes. Je restai longtemps là, immobile, affaissé. Lorsque je relevai la tête, à la lueur du chalet que le vent venant du trou de la tuilier faisait vaciller, je vis la figure de ma mère qui prenait une teinte de cire jaunâtre. Ses yeux étaient restés ouverts, et aussi sa bouche, dont les lèvres rétractées laissaient voir les dents. Oh, de quelle funèbre terreur je fus pris en la voyant ainsi. Je ne pus la regarder 1 minute, et me cachant la figure dans les draps, rempli de désespoir et d'effroi, j'achevai de passer de la sorte cette horrible nuit. Le jour venu, je me relevai un peu rassuré et j'avisai ma pauvre mère. Maintenant, elle était froide, roidie par la mort. Sa main que je touchais glaçait la mienne. Ses cheveux noirs, défaits dans les mouvements de fièvre, s'épandaient en mèches épaisses sur le lit, comme des serpents. Sa pâleur était devenue terreuse. Ses yeux étaient vitreux, ternis, et sa bouche, toujours grande ouverte, semblait clamer le désespoir de laisser son drôle seul sur la terre. Je restai là un moment à la contempler, puis, faisant ce que j'avais ouï dire qu'on faisait en tel cas, je lui couvris la figure avec le linceul. Et après avoir fermé la porte, je m'en fus chercher quelqu'un. Au petit lac,
Une femme qui filait à côté contre un mur, me voyant passer bien ennuyée, me demanda ce que j'avais. Lui ayant dit ce qui en était, elle leva les bras en disant « Sainte Vierge ». Et puis, elle me fit une quantité de questions et finit par me dire « Ah, donc, tu es le drôle du défunt Martissou ». Et ce fut tout. Comme elle ne me faisait aucune offre de service, je la quittai et m'en allai tout droit, à Bar, chez le maire, qui tout de suite me reconnut. « Et qu'est-ce que tu demandes ?» me dit-il rudement, selon son habitude. Après que je lui eus dit la mort de ma mère, il fit un geste de mauvaise humeur, grommela quelques paroles entre ses dents et finit par me répondre tout haut. « Tu peux t'en retourner, on fera le nécessaire. » Je m'en revins à la tuyère et j'attendis assis devant la porte toute la journée. Sur les 5 heures, 4 hommes vinrent avec une espèce de civière à rebord, sorte de caisse longue avec des brancards, dont on se servait pour porter en terre les pauvres, qui n'avaient pas de quoi avoir un cercueil, ce qui était commun en ce temps-là. Entrés qu'ils furent, l'un d'eux découvrit la figure de ma mère et dit « Pauvre femme, elle était trop jeune pour mourir. » Voyant qu'elle n'était pas pliée, ensevelie, ils la laissèrent dans les draps, les rabattirent, puis l'ayant mise dans le vieux couvre-pied, tout bâti et rapiécé de morceaux différents, après l'avoir bien arrangé dedans, ils attachèrent le linceul au-dessus de la tête et aux pieds. Cela fait, ils prirent ce pauvre corps roide et le posèrent sur la civière, puis chacun prit un des 4 bras et, étant sortis de la maison, ils se mirent en marche à travers la forêt. La journée avait été chaude, le soleil qui baissait envoyait serrer à travers les taillis comme des paillettes d'or. Les oiseaux commençaient à se retirer pour la nuit et voletaient dans les branches. On étouffait dans ces bois sans air, et les chemins étaient mauvais, de sorte que les porteurs fatigués s'arrêtaient souvent et s'essuyaient le front avec leurs manches. Puis, reposés, ils crachaient dans leurs mains, empoignaient les brancards et se remettaient en route. Moi, je les suivais machinalement, m'arrêtant lorsqu'ils s'arrêtaient, repartant avec eux, perdu de chagrin sans rien penser, regardant d'un œil fixe le corps de ma mère plié dans le couvre-pied, qui s'en allait secoué par l'effet des accidents de terrain, et autour duquel de grosses mouches noires venaient bourdonner. Au sortir de la forêt, les chemins étaient découverts et meilleurs. Les hommes purent porter tout le temps sur l'épaule et hâtèrent le pas. En passant près d'un village, une vieille pauvresse qui venait de chercher son pain, comme on faisait fois son bissac à moitié plein sur son échine courbée, se signa, disant à mi-voix « C'est grand pitié de voir une pauvre créature portée en terre comme ça. » Tirant son chapelet de sa poche, elle suivit avec moi. L'Ave Maria sonnait quand, comme nous arrivions au bourg de Bars. Les hommes posèrent la civière devant le portail de l'église, et l'un d'eux alla quérir le curé. Celui-ci vint, un moment après, jeta un coup d'œil froid sur le corps et dit « Cette femme ne fréquentait pas l'église et n'a pas fait ses Pâques. Elle reniait Dieu et la Sainte Vierge. C'est une huguenote. Il n'y a pas de prière pour elle. Vous pouvez la porter dans le coin du cimetière où la fosse est creusée. » Les hommes restèrent un instant étonnés, puis, reprenant leur fardeau, ils entrèrent dans le cimetière, tandis que la vieille me disait « Si tu avais eu de quoi payer, il aurait bien fait l'enterrement tout de même. Jésus mon Dieu. » Dans un coin du cimetière, plein de pierrailles, de ronces et d'orties, le trou était là, tout près,
Et l'homme qui l'avait fait attendait. Sur la planche inclinée, les porteurs placèrent le corps et, autant qu'ils purent, le firent glisser doucement. Puis ils ôtèrent peu à peu la planche, et ma pauvre mère se coucha au fond du trou noir, où elle était à peine étendue, que le fossoyeur commença à jeter la terre et les pierres qui tombaient sur elle avec un bruit mat. Pendant ce temps, la nuit était venue, et moi, noyé dans mon chagrin, j'étais debout, regardant comme un imbécile la fosse qui se comblait. À côté, la vieille, à genoux, disait son chapelet. Après que l'homme eut achevé, elle se leva, fit un signe de croix et me toucha le bras, me dit « Viens-t'en, mon petit, c'est fini. » Et je la suivis jusqu'au village où on l'a retirée dans une grange, et lorsqu'elle m'eut fait monter, écrasé de douleur et de fatigue, je tombai sur le foin et je m'endormis d'un lourd sommeil. Chapitre 4. Le matin, à mon réveil, je fus tout étonné de me trouver dans un grenier à foin, mais bientôt la mémoire me revint. Je regardai autour de moi. La vieille était partie, mais ce du temps que j'aurais faim, elle m'avait laissé un bon morceau de pain. Mon ventre criait. Ça devait être depuis 2 jours que je n'avais rien mangé. Pourtant, quoique ce pain fût de pur froment, qui eut l'air de bien propre, je sentais une grande répugnance à y toucher. Chez nous autres, aussi pauvres que soient les gens, ils ont horreur du pain de l'aumône. On dit communément qu'un bissac, bien promené, nourrit son homme. Mais avec ça, le plus chétif paysan, dans la plus noire misère, s'estime encore heureux de n'en être pas réduit là, et regarde avec une compassion un peu méprisante ceux qui cherchent leur vie en mendiant. Moi, songeant à cette bonne pensée qu'avait eue la vieille, je me sentais comme un ingrat de refuser ce morceau de miche. Et puis j'étais affamé, ce qui était une terrible chose. Je pris donc le pain et je descendis au fenil. Du fenil. Dans la cour, je ne vis personne, et la porte de la maison était fermée, ce qu'ayant vu, je m'en allai en mangeant. Arrivé à la tuyère, lorsque j'aperçus cette masure déserte et ce chalis sur lequel il ne restait plus que la paillasse et une méchante couette, je m'assis sur le banc et me mis à pleurer en songeant à ma mère écrasée là-dessous, sous pied, sous terre, et en me voyant tout seul au monde. Ayant pleuré mon aise pour la dernière fois, je me décidai à partir. Mais auparavant, ne voulant pas laisser traîner les méchantes hardes de ma chère mère morte, je fis tout brûler dans le foyer. Ceci fait, je passai le havresac de corde sur mon épaule, je pris le bâton d'épine de mon père, ayant jeté un dernier regard sur le lit, où il me semblait toujours voir le pauvre corps roidi, qui n'était plus, je sortis de cette baraque, abandonnant notre misérable mobilier. Mon idée était de me louer comme dindonnier. Et je pensais tout d'abord à l'Amion de Puymaigre, non pour me rendre chez eux, car pour rien au monde je n'aurais voulu demeurer sur les terres du comte de Nanzac, mais pour m'enseigner quelques places. Une fois rendu à Puymaigre, je fus étonné d'y trouver une nouvelle métayère qui me dit que l'Amion et son homme s'en étaient allés bordier, du côté de Tursac. Et se reprenant, elle ajouta « ou de Cendrieux ». Elle ne savait pas trop. Je connus tout de suite que la pauvre femme n'était pas des plus adroites, car Tursac est sur la Vézère. En tirant vers le midi,
à un endroit où la rivière fait un grand tour, comme le nom l'indique, tandis que Cendrilleux est au couchant. La laissant donc, je rentrai dans la forêt, et en cheminant, je vins à penser à Jean, le charbonnier, qui avait aidé mon père à se cacher. J'avais ouï dire qu'il était du côté de Vergue. Il avait pris du charbon à faire, mais, pour savoir au juste, j'allais au Mauresy, où il avait une petite maison à lui. Lorsque j'y fus, on me dit que Jean avait fini à Vergue et qu'il était pour l'heure dans la forêt de la Bézède, au-delà de Belvès. Voyant ça, je remerciai les gens et je m'en fus au hasard, cherchant les bonnes maisons, car ce n'est pas chez les pauvres qu'on a de grands troupeaux de dindons à garder. À ceux que je rencontrais sur les chemins, dans les villages, je demandais où je pourrais trouver à me louer, mais les premiers auxquels je m'adressais ne me surent rien dire de bon. Lorsque c'étaient des femmes, comme elles sont curieuses, tout ainsi que des hommes qu'il y a, elles me demandaient de chez qui j'étais, et après que je leur avais dit bonnement la vérité, je connaissais que ça ne les disposait pas bien pour moi, le fils de ce Martissou le Croquant, qui avait tué la Borie et qui était mort aux galères. Ça leur faisait une mauvaise impression, quoiqu'elles sussent bien qu'il n'était pas un scélérat. Et il y en avait, sans doute, qui se disaient en elles-mêmes le vieux proverbe de race, le chien chasse. Voyant ça, il me vint en idée de dire un autre nom. Aussi, lorsque je fus au Foucaudise, à la question forcée de chez qui tu es, je répondis assurément de chez Garigal, de la Jugie. Et où c'est-il, la Jugie? Dans la paroisse de la chapelle d'Albarel. Comme ce n'était pas dans leur renvers ou voisinage, les gens ne connaissaient pas cet endroit de la Jugie. Et ça aurait été difficile qu'ils le connussent d'ailleurs, vu qu'il n'y en a pas dans la commune de la Chapelle, comme je le sus 2 ou 3 jours après. On aurait cru que de sceller mon nom, ça allait me porter bonheur, car une femme me dit « Tu pourrais aller voir à l'Ozélie, et puis ensuite à la Talleyrandie. » Je me fis enseigner le chemin de l'Ozélie, mais arrivé que j'y fus, on me dit que tous les petits dindons avaient crevé en mettant le rouge pour s'être trouvés sous un orage. De là, je fus à la Talleyrandie et je me présentai à la cuisinière, une bonne grosse femme. Mon pauvre drôle, fit-elle, tu viens bien trop tard. On en a loué un. Je la remerciai et je repartais lorsqu'elle me dit d'attendre. Et un instant après, elle me porta un gros morceau de pain sur lequel elle avait écrasé des haricots. Je n'étais pas encore bien maté pour la marane, malchance. C'est pourquoi je devins rouge et je lui dis que je n'en demandais pas la charité. Aussi, je ne te le donne pas par charité, fit-elle. Mais c'est que j'ai un drôle de ton âge. Allons, tu peux prendre ça, va, ajouta-t-elle en me voyant hésiter. Je pris le morceau de pain et, ayant bien remercié la cuisinière, je m'en fus devant moi sans savoir où j'allais. Vers le soir, je commençai à penser où je me retirerais pour la nuit. En face de moi, sur le coteau voisin, un village était campé, dont les vitres brillaient au soleil couchant avec des reflets d'incendie. Mais d'aller y demander l'abri, c'était comme pour le manger. Ça me faisait crème. J'avais pourtant couché la veille dans une grange, comme un mendiant, mais je m'étais laissé conduire par la vieille, ne sachant où j'en étais. Il faisait beau temps et chaud, de manière que je ne me tracassais pas trop de ça et que je continuais
mon chemin. La nuit m'attrapa du côté de la Pinsonnie, lorsque, avisant dans une vigne perdue une de ces cabanes rondes aux toits de pierre pointus, j'y allai droit. Il y avait dans la logette de la brande et des fougères sèches qui marquaient qu'on y venait au guet. Je m'arrangeai sur cette litière et je m'endormis. Au matin, dès l'aube, je repartis et pendant de longues heures, je marchai au hasard, m'offrant dans les grosses maisons, mais inutilement. Ce jour-là, je ne mangeais pas, ayant toujours honte de mendier. Et quand vint la nuit, je me couchai au pied d'un châtaignier, dans un tas de bruyères coupées. Je ne sommeillais pas du tout d'abord, car je commençais à m'inquiéter de ne pas trouver à me louer, et je me demandais ce que j'allais devenir si cela continuait ainsi. Enfin, malgré cette inquiétude et les tiraillements de mon estomac, je finis par fermer les yeux. Le soleil me réveilla, et je me remis en marche, mais j'avais tellement faim qu'en passant dans un village appelé la Suzardie, et voyant sur sa porte une femme qui avait une bonne figure, je surmontai ma honte et je lui demandai la charité, pour l'amour de Dieu, selon l'usage, et en baissant les yeux. La femme alla me chercher un morceau de pain qui était aussi noir et dur que le pain que j'ai vu. Malgré ça, je me mis à le manger tout de suite, comme un affamé que j'étais. Alors, m'ayant questionné comme de bon juste, mes réponses oui, et cette femme m'enseigna le chemin du château d'Auberoche, assez près de Fanlac, où peut-être on me prendrait. Mais arrivé à Auberoche, le maître valet me dit sans autre explication qu'on n'avait pas besoin de moi, chéant. Je commençais à croire que quelque sorcière m'avait jeté la mauvaise vue. Mais que faire à cela? Je repartis donc, et grimpant le rude coteau, pelé, au fond duquel est le château, je m'en allai vers Fanlac. Tout en remontant le chemin roide et pierreux, bordé de murailles de pierres sèches, je faisais de tristes réflexions sur mon sort. Depuis 3 jours que je galopais le pays, j'avais vu des enfants de mon âge dans les maisons bourgeoises et chez les paysans, et je songeais que ceux-là étaient heureux, qui avaient leurs parents autour d'eux, une demeure où se retirer, et la vie à souhait, ou tout au moins le nécessaire. Non pas qu'une basse envie me travaillât, mais en comparant ma destinée à la leur, je sentais plus vivement mon isolement et mon dénuement de toute chose. Tout de même, je tâchais de prendre courage en suivant ce chemin pénible, mu par l'espérance. Le soleil rayait fort et tombait d'aplomb sur ma figure allée. Il faisait une chaleur à faire bader les lézards, ou luzertes, comme dit l'autre, et les pierres du chemin brûlaient mes pieds nus. Aussi, lorsque je fus sur la crête du haut coteau rocailleux où est épinglé où est pinqué le petit bourg de Fanlac, j'étais rendu, et je m'assis à l'ombre de la vieille église pour me reposer. Il me sembla, en arrivant sur cette hauteur, d'où l'on domine le pays, que mes chagrins s'apaisaient. C'est qu'à mesure qu'on monte, l'esprit s'élève aussi, on abrace mieux l'ensemble des choses de ce bas monde, où tant de misères sont semblables aux nôtres, et l'on se résigne. Et puis, on respire mieux sur les hautes cimes, et en ce moment, avec l'air pur, l'ombre et le repos me donnaient un bien-être qui m'engourdissait. Le bourg était désert, quasi. La plupart des gens étaient dans les terres à couper le blé. De tous côtés, les cigales folles grinçaient leurs chansons
étourdissante, toujours la même. Et autour du clocher, dans le ciel d'un bleu cru, les hirondelles s'entrecroisaient avec des petits cris aigus. Un écho affaibli des chansons des moissonneurs montait de la plaine et se mêlait aux voix des bestioles de l'air. Sur la petite place devant l'église, au pied d'une ancienne croix, un coq grattait dans le terreau et appelait ses poules pour leur faire part d'un vermisseau. Je contemplais tout cela, machinalement, les yeux demi-clos, bercés par ces bruits qui m'enveloppaient et alanguis par le manque de nourriture, tandis que j'étais là, rêvant vaguement au sort qui m'attendait, l'angélus de midi sonna dans le clocher. En voyant au loin, sur la campagne brûlée par le soleil, un son clair, et faisant vibrer la muraille massive contre laquelle je m'étais adossé. Puis la cloche se tut, et le curé sortit de l'église, où il venait sans doute de remplacer son marguillier occupé à la moisson. En me voyant, il s'arrêta et me dit avec une voix forte, mais bonne, pourtant, que fais-tu là, petit? Je m'étais levé et, pendant que je lui racontais mon histoire, en gros, il me regardait d'un air de compassion. J'étais bien fait pour ça, car depuis que je traînais mes habillements, ils étaient en guenilles, ma culotte trouée laissait voir ma peau, et tout effiloché, ne me venait guère qu'au-dessus du genou, tenu tant bien que mal par une cheville de bois à la mode de bouton. Ma veste était de même déchirée partout et ma chemise sale, usée et toute percée. Mes pieds nus et poussiéreux étaient égratignés par les ronces, et mes jambes de même. J'étais nu-tête aussi, mais dès cette époque, j'avais une épaisse tignasse qui me gardait du soleil et de la pluie. À mesure que le curé m'examinait, je voyais dans ses yeux, couleur de tabac, sourdre une grande pitié. C'était un homme de haute taille, fort, aux cheveux noirs grisonnants, au front carré, aux joues charbonnées, par une barbe rude de 2 jours. Son grand nez droit, charnu, partageait une figure maigre, et son menton avancé, avec un trou au milieu, finissait de lui donner un air dur qui m'effrayait un peu. Mais ses yeux, où se reflétait la bonté de son cœur, me rassuraient. Quand j'eus fini de parler, le curé me dit « Viens avec moi ». La maison curiale était là, tout près de l'église, la porte donnant sur la petite place, pas loin d'un vieux puits, à la margelle usée par les cordes à puiser l'eau. Entrée que je fus derrière le curé, sa servante, qui était en train de tremper la soupe, s'écria « Hé, qui m'amenez-vous là ?» Tu le vois, un pauvre enfant mal couvert et qui n'a plus ni père ni mère. Mais il doit avoir des poux. Moi, je secouai la tête, ce qui amena sur les lèvres du curé un petit commencement de sourire, tandis qu'il répondait à la chambrière « S'il en a, ma pauvre Fantille, nous les lui ôterons. Le plus pressé, c'est de le faire manger, car je crois que depuis quelque temps, il ne vit pas trop bien. » Et là-dessus, allant au vaisselier, elle y prit une assiette de faïence à fleurs, une cuillère d'étain, et ensuite remplit l'assiette d'une bonne soupe aux choux. « Tiens, mange. » Tandis que je mangeais avidement, debout au bout de la table, le curé me regardait faire avec plaisir. Après que j'eus fini, il prit un pichet que la Fantille était allée remplir et me versa un bon chabrol. « Tu en mangerais bien encore une pleine cuillère, me dit-il, en montrant la soupe lorsque j'eus achevé de boire. Je n'osais dire oui par honnêteté, mais il connut et me remplit de nouveau mon assiette, après quoi il passa de l'autre côté où la servante lui porta la soupière. Un quart d'heure après, ayant déjeuné, le curé m'appela. Donc, tu es de la Jugie, dans la commune de la Chapelle au Bareil, dit-il en déroulant une carte.
Oui, monsieur le curé. Il chercha un moment, puis me dit d'une voix grave, tu mens, mon garçon. Je devins rouge et je baissai la tête. Allons, dis-moi la vérité. De chez qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, gagné par sa bonté, je lui racontai tous mes malheurs. La mort de mon père au bagne et celle de ma mère à la tuyère, il y avait 4 jours seulement. Pendant que je parlais, lui expliquant ce qui s'était passé, la haine du comte de Nanzac perçait dans mes paroles, tellement qu'il me dit « Alors, si tu pouvais te venger, tu le ferais ?» « Oh oui, répondis-je les yeux brillants. Une idée lui vint. « Peut-être l'as-tu déjà fait ?» dit-il en me regardant fixement. « Oui, monsieur le curé. » Et sur le coup, pris du besoin de me confier à lui, je racontai tout ce que j'avais fait. L'étranglement des chiens et l'incendie de la forêt. « Comment malheureux! C'est toi qui as mis le feu à la forêt de l'Herme. » Après que je lui ai répété la chose, il resta un moment sans parler, les yeux sur la carte. Puis, relevant la tête, il me dit d'une voix qui me remuait dans le creux de l'estomac, « Souviens-toi bien de ne plus jamais mentir. Et rappelle-toi aussi qu'il faut pardonner à ses ennemis. » Pardonner au comte de Nanzac, c'était une idée qui ne me riait pas. Il me semblait que ce serait une lâcheté et une trahison envers mes parents morts, mais je ne dis rien. Et le curé se leva en m'avertissant de l'attendre. Tandis qu'il était dans une seconde chambre à côté, où il couchait, je regardais celle où j'étais. Elle était grande, comme dans les maisons d'autrefois, où l'on ne s'enfermait pas dans des boîtes, ainsi qu'aujourd'hui. Les murs nus, mal unis, étaient blanchis à la chaux. Au plafond, des solives passées en couleur grise. Sous les pieds, un plancher raboteux et mal joint. Au milieu était la table massive où mangeait le curé. Dans le fond, un cabinet ancien, noyé. Sur le grand côté, un grossier buffet du même genre, sans dressoir, faisait face à la cheminée en bois de cerisier, surmontée d'un crucifix de plâtre, comme en vendent les colporteurs. Autour de la pièce, le long du mur, de vieilles chaises tournées communes étaient rangées, et au but une fenêtre à profonde embrasure, sans rideau, laissait voir les coteaux au loin et éclairait mal la chambre. Tout cela sentait la simplicité campagnarde, l'indifférence pour le bien-être intérieur, le mépris des choses matérielles. Cependant, le curé revint avec un paquet de linge sous le bras et m'emmena. En passant dans la cuisine, la Fantille, voyant le paquet, hocha la tête. « Vous savez que bientôt vous n'en aurez plus pour vous changer. »« Bah, fit le curé sans s'émouvoir, il y a encore des chenevières dans la commune. Et puis des fileuses, sans compter que Séguin, le tisserand, ne demande qu'à travailler. » Et nous sortîmes, tandis que la Fantille disait « Oui, oui, riez. Et puis, quand vous n'aurez plus de chemise... » Je n'entendis pas la fin. Au milieu d'une petite ruette, passant entre des jardins et aboutissant à des vignes encloses de murailles basses, d'où sortaient des pousses de figuier, le curé ouvrit une porte ronde où nous entrâmes, où nous trouvâmes, dans une cour fermée par une écurie, des volaillères, un fournil et 2 grands murs. Au fond, une vieille maison terminée d'un côté par un pavillon à un étage, avec un toit très haut. Dans la cour, une chambrière donnait du grain à la poulaille et aux pigeons.
Votre mademoiselle y est, Toinette, fit le curé. Oui bien, monsieur le curé, elle est dans le salon à manger. En ce cas, je passe par le jardin. Et poussant une petite claire-voie, le curé longea le mur tapissé de jasmin, de rosiers grimpants, de grenadiers en fleurs et s'arrêta devant un perron de 3 marches. La porte-fenêtre était ouverte, et à l'entrée, une vieille demoiselle en cheveux blancs travaillait assise dans un grand fauteuil, avec une chaise pleine de linge devant elle. Entendant le curé la saluer, elle releva ses besicles et dit « Ah, c'est vous, curé. Gageons que vous m'apportez de l'ouvrage. » Tout juste, et de l'ouvrage pressé même. Vous avez encore fait quelques bonnes trouvailles? Mais oui. Et se retournant, il me montra à la vieille demoiselle. Oh, Seigneur Jésus, s'écria-t-elle, d'où sort celui-ci? De la forêt Barade. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il en soit ainsi dépenaillé. Viens, mon petit. Et, lorsqu'ayant monté les 3 marches, je fus devant elle, elle ajouta « Il a bon besoin d'être nippé, c'est sûr. Pour commencer, dit le curé, voici de quoi lui faire 2 chemises. » La vieille demoiselle déplia les 2 chemises et fit Elles ne sont pas très bonnes, curé. Enfin, nous tâcherons d'en tirer parti. » Et ce disant, elle mesurait sur moi, avec une chemise, la longueur du corps, celle des manches, et qui marquait tout cela au moyen d'épingles. « Je vais m'y mettre tout de suite, continua-t-elle. Toinette m'aidera, et demain, il y en aura au moins une. Il est gentil, cet enfant-là, vous savez, curé, ajouta-t-elle en relevant les yeux sur moi. Il a l'air éveillé comme une potée de souris. Ah, les femmes, toujours sensibles aux avantages physiques, dit le curé en plaisantant. Si cela était, riposta la vieille demoiselle en riant, nous ne serions pas si bons amis. Bien touché, fit le curé, en riant aussi. Et oui, monsieur le chevalier. Il est allé jusqu'à la Grandie, voir si le meunier a ramassé beaucoup de blé. Ah, c'est à craindre que non, avec la sécheresse qu'il a fait depuis un mois. L'étang doit être sec. Allons, mademoiselle, au revoir et merci. En sortant de là, nous allâmes chez le tisserand, dans une espèce d'en-bas, comme un cellier où l'on n'y voit guère. L'homme était assis sur une barre, faisant aller son métier des pieds et des mains, comme une araignée filant sa toile. « C'est gain, dit le curé. Il me faudrait de bons drogués solides pour faire des culottes à ce drôle et une veste. Ça ne sera pas de gloire, monsieur le curé. Je vais vous donner ça. » Ayant fait le prix, l'homme mesura avec son aune l'étoffe que le curé emporta. En chemin, il entra dans une petite maison. « Ton homme n'y est pas, Janille ?»« Eh non, monsieur le curé. Il travaille à Valmesenja. Valmasenja. Mais demain, il aura fini. Alors qu'il vienne demain sans faute. Ne manque pas de l'avertir. C'est pour réveiller ce drôle. Tu vois qu'il en a besoin. Oui, le pauvre. Maintenant, me dit le curé, en nous en allant, je te ferai porter une paire de sabots de Montignac et un bonnet. Ainsi, tu seras équipé. Faites excuse, monsieur le curé, mais je n'ai pas besoin de sabots avant l'hiver, étant habitué à marcher nu-pied dans les pierres et les épines, et pour ce qui est d'un bonnet, je ne puis rien souffrir sur la tête. C'est vrai que tu as une bonne perruque, mais tout ça te servira un moment ou l'autre. Dès que nous fûmes rentrés, la Fantille demanda au curé où est-ce qu'il entendait me faire coucher. Dans la chambrette qui est derrière la tienne, où l'on met les hardes, tu lui arrangeras le lit de sangle. Et il alla dans le jardin lire son office. Le soir, monsieur le chevalier de Galibert vint après le souper et me voyant dit « Ah ah, voilà le petit sauvage de la forêt Barade. » Quels yeux noirs
Et quels cheveux! Il y a là une goutte de sang sarrasin. Et que faisais-tu là-bas, mon garçon? Lorsque je lui ai conté mon histoire, sans parler pourtant de l'étranglement des chiens ni de l'incendie de forêt, le chevalier tira une tabatière d'argent de la grande poche de son gilet, prit une bonne prise et donna cette sentence. S'il va 10 ans, s'il va 10 ans, noblesse oblige, qui, mot faisant, ses pères afflige. Puis il s'enfuit, trouver le curé au jardin, en marmonnant entre ses dents. Décidément, ce Nanzac ne vaut pas bien cher. 2 jours après, j'étais habillé de neuf, et j'avais une chemise blanche. Mon pantalon et ma veste de drogué me semblaient superbes après mes guenilles. Mais je continuais à aller tête et pieds nus. À ton aise, m'avait dit le curé, pourtant, le dimanche, il te faudra mettre les bas que la fantille te fait et tes sabots pour venir à la messe. Quel changement dans mon existence! Au lieu d'être par les chemins à chercher mon pain, sans savoir où je coucherais le soir, j'avais le vivre et le couvert, et tout mon travail consistait à aller puiser de l'eau ou fendre du bois pour la cuisine, et à aider la fantille au ménage et le curé au jardin. Je n'avais qu'une peur, c'est que ça ne durât pas. Un soir, tout en arrosant, le curé me parla ainsi. Maintenant que te voilà apprivoisé, je vais t'enseigner à parler français d'abord, à lire et à écrire ensuite. Après, nous verrons. Je fus bien content de ces paroles, car je compris alors que le curé s'intéressait à moi et voulait me garder. À partir de ce jour, tous les matins, après la messe, il me montrait 2 heures durant, après quoi il me donnait des leçons à apprendre dans la journée et le soir, il me faisait encore 2 heures de classe avant souper. J'étais tellement heureux d'apprendre et j'avais tant à cœur de faire plaisir au curé que je travaillais avec une sorte de rage, de manière qu'il me disait quelquefois, le digne homme, il faut se modérer en tout. À cette heure, va-t-en demander à mademoiselle Hermine ou à monsieur le chevalier s'ils n'ont pas besoin de toi. Alors je laissais là mes cahiers et mes livres, et je courais trouver la demoiselle Hermine, bien heureux, lorsqu'elle me donnait quelques commissions. J'allais chez le métayer chercher des œufs, ou une paire de poulets, ou à la grandie, quérir de la farine pour faire une tarte. Puis, lorsqu'on m'eut indiqué le chemin de Montignac, et que la demoiselle m'envoyait acheter du fil ou des boutons, et monsieur le chevalier du tabac, ah, j'étais content. On peut croire que je ne m'amusais pas en route. En partant de Fanlac, il y avait un mauvais chemin pierreux qui descendait dans le vallon par une pente très roide. Je dégringolais ce chemin en galopant et en sautant parmi les pierres comme un cabri. Puis, ayant traversé les prés et le ruisseau qui va se perdre dans la Vézère à Tenac, je remontais, toujours courant, la côte du Sablou. Il me semblait qu'ainsi, en faisant grande diligence, je marquais ma reconnaissance pour la bonne demoiselle qui m'avait fait ma première chemise, sans parler d'autres depuis. Il me fait passer dans le feu, certes, j'aurais été heureux qu'elle me le commandât. Et puis, elle avait si bien l'air de ce qu'elle était, bonne comme le bon pain, que rien que de regarder sa douce figure et ses cheveux blancs, sous sa coiffe de dentelle, à l'ancienne mode, je me sentais couler au miel dans le cœur. Eh bien, je vais m'arrêter là. Page 220. Et je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche.